Avant de commencer, si ce sujet résonne en vous ou si vous sentez que certaines blessures de l'enfance n'ont jamais vraiment cicatrisé, abonnez-vous à cette chaîne. Ce que vous allez entendre ici pourrait vous aider à mettre des mots sur ce que vous avez toujours ressenti mais jamais compris. On parle souvent du narcissisme comme d'un trait de personnalité extrême, visible, dérangeant. Pourtant, lorsqu'il se manifeste dans un cadre familial, il peut être bien plus subtil. Le narcissisme parental ne signifie pas nécessairement que l'un des parents est officiellement diagnostiqué comme narcissique. Il s'agit plutôt d'une dynamique dans laquelle l'enfant n'est pas perçu comme un être à part entière, mais comme un prolongement du parent. Dans cette relation, l'amour et l'attention sont conditionnels. L'enfant est valorisé uniquement lorsqu'il répond aux attentes implicites du parent, réussir, bien se comporter, refléter une certaine image. Toute déviation du scénario parental est vécue comme une menace, parfois même comme une trahison. Le parent narcissique, qu'il en soit conscient ou non, utilise l'enfant pour satisfaire ses propres besoins émotionnels. Ce n'est pas l'enfant réel qui est aimé, mais une version idéalisée, façonnée pour rassurer l'ego du parent. Résultat, l'enfant apprend très tôt à se modeler, à se taire, à performer souvent au détriment de son authenticité. Comprendre cette dynamique est essentiel. Car tant que l'on croit que cet amour conditionnel est normal, on continue à chercher l'approbation dans des relations toxiques, même à l'âge adulte. Et ce que nous allons explorer ensuite, c'est justement comment cette racine invisible influence toute une vie. Une fois que l'on comprend que l'amour reçu était lié à des conditions silencieuses, une nouvelle question surgit. Comment savoir si l'on a vraiment grandi dans une dynamique narcissique? La réponse n'est pas toujours évidente, car les signes ne sont pas spectaculaires. Au contraire, ils sont souvent banalisés, intégrés au quotidien, et parfois même valorisés par l'entourage. Prenons un exemple simple, chaque fois que vous exprimiez une émotion, on vous disait que vous exagériez. Ou alors, on vous demandait pourquoi vous faisiez tant d'histoires. Ce genre de réaction, répétée au fil des années, vous apprend que vos ressentis ne sont pas légitimes. Vous apprenez à douter de vous-même. Autre indice, vous étiez félicité uniquement quand vous rendiez fiers vos parents. Bonne note, apparence irréprochable, silence poli. L'amour semblait exister, mais seulement dans ces moments-là. En dehors, il y avait souvent du retrait, du jugement ou de l'indifférence. Cela crée un lien entre valeurs personnelles et performance. Vous ne valiez quelque chose qu'en fonction de. Et puis, il y a les rôles inversés. Si, enfant, vous deviez consoler votre parent, gérer son humeur, ou marcher sur des œufs pour éviter ses colères, ce n'est pas normal. On vous a peut-être même dit que vous étiez tellement mature pour votre âge, alors qu'en réalité, on vous a volé votre enfance. Ces signaux, pris isolément, peuvent sembler anodins. Mais mis ensemble, ils révèlent un climat émotionnel où l'amour n'était pas un refuge inconditionnel, mais une récompense à gagner. Et c'est précisément ce qui façonne, en silence, toute votre relation au monde. Quand l'amour dépend de la performance et que les émotions ne sont pas accueillies, l'enfant développe une stratégie de survie puissante, il devient ce que le parent attend. Ce mécanisme est ce que les psychologues appellent le faux self. Ce n'est pas une identité mensongère, mais une adaptation. Une manière de rester accepté, de se sentir en sécurité. Le faux self, c'est ce masque invisible qu'on porte chaque jour. L'enfant apprend à sourire quand il est triste, à obéir même quand il est blessé, à taire ses désirs pour ne pas contrarier l'autre. Il devient expert dans l'art de deviner ce qu'on attend de lui. Et plus il est efficace, plus on le félicite. Mais au fond, quelque chose se perd, le contact avec le vrai soi. Dans les familles où l'on retrouve des traits narcissiques, les rôles émotionnels sont figés. Le parent reste au centre de l'attention. L'enfant devient l'écho, le miroir, jamais le sujet principal. Il apprend à réguler ses paroles, ses gestes, ses rêves, en fonction de l'humeur parentale. Et comme il est trop jeune pour comprendre cette injustice, il conclut simplement que c'est lui le problème. Au fil du temps, cela crée une confusion profonde, est-ce que j'existe pour moi ou seulement pour les autres? La ligne entre authenticité et adaptation devient floue. À l'âge adulte, ces personnes peuvent avoir du mal à dire ce qu'elles veulent, à poser des limites ou même à savoir qui elles sont en dehors du regard des autres. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une conséquence. Et la bonne nouvelle, c'est que ce qui a été appris peut être désappris. Mais avant cela, il faut comprendre comment ce masque s'est construit, et pourquoi il est si difficile à enlever. Quand un enfant vit dans un environnement instable, même s'il n'y a pas de violence physique visible, son corps apprend à rester constamment sur le qui-vive. Ce n'est pas une simple inquiétude psychologique, c'est un mécanisme biologique profond. Le système nerveux enregistre l'imprévisibilité comme une menace. Et cette menace devient la norme. Dans les foyers marqués par le narcissisme parental, l'amour va et vient. Un jour, vous êtes admiré. Le lendemain, vous êtes ignoré ou critiqué sans raison claire. Ce va-et-vient émotionnel réveille une alarme interne. L'amygdale, la partie du cerveau qui détecte le danger,
s'active plus souvent, même en l'absence de danger réel. Le corps se met en mode survie. Ce mode survie peut prendre différentes formes, qu'on appelle les 4 F, fight, se battre, flight, fuir, freeze, se figer, et fawn, plaire à tout prix. Chez beaucoup de personnes ayant grandi dans ces environnements, c'est surtout le fawn qui domine. Cela veut dire s'adapter, calmer, rassurer, éviter le conflit à tout prix. Être gentil, même quand on souffre à l'intérieur. Mais cette adaptation a un coût. Le système nerveux s'épuise. Le cortisol, hormone du stress, est libéré en excès, même pour des situations banales. Résultat, fatigue chronique, anxiété constante, voire blocage physique. Ce n'est pas dans votre tête. C'est dans votre corps. La douleur émotionnelle d'un amour instable devient, avec le temps, une douleur physique. Et c'est pourquoi il est si important de comprendre que guérir ne passe pas seulement par des mots ou des prises de conscience. Cela passe aussi par l'apaisement du corps, par la rééducation de votre système nerveux, qui, trop longtemps, a confondu amour avec tension. Ce que l'on vit enfant ne reste pas enfermé dans l'enfance. Même lorsqu'on quitte le foyer parental, ces règles invisibles continuent de nous suivre. Et lorsqu'on a été élevé dans un climat où l'amour dépendait de la performance, cela façonne profondément la manière dont on se perçoit et dont on entre en relation avec les autres. À l'âge adulte, cette ancienne programmation émotionnelle devient un filtre à travers lequel tout passe. Beaucoup de personnes issues de familles narcissiques ont du mal à poser des limites, par peur de blesser ou d'être rejetées. Dire « non » devient un acte presque impensable. On préfère se taire, se plier, disparaître doucement dans le confort des autres. Dans les relations intimes, cela se manifeste souvent par un besoin intense d'être aimé, à n'importe quel prix. On choisit inconsciemment des partenaires émotionnellement distants, parce que ce manque de sécurité ressemble étrangement à l'amour qu'on a connu enfant. L'anxiété devient le prix à payer pour la proximité. On cherche constamment à prouver sa valeur au travail, en amitié, dans la famille, mais chaque réussite semble vide. Elle est vite balayée par une nouvelle exigence intérieure. Ce n'est jamais suffisant. Parce que, depuis l'enfance, l'idée a été installée, je dois faire plus pour être digne. Et cette voix intérieure, exigeante et dure, n'est pas vraiment la nôtre. Elle est souvent l'écho d'un parent qui, au lieu d'offrir de la tendresse, offrait des attentes. Reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est commencer par entendre cette voix, et choisir de ne plus lui obéir. Dans le prochain chapitre, nous allons voir qu'il est possible de sortir de ce cycle. Car même si la blessure est ancienne, le chemin vers la guérison existe. Comprendre que l'on a grandi sous l'influence d'un parent narcissique n'est pas une condamnation. C'est une révélation. Et c'est souvent le point de départ d'un changement profond. Car une fois que l'on voit le schéma, on peut enfin choisir d'en sortir. Guérir ne veut pas dire effacer le passé. Cela signifie lui redonner sa juste place, sans le laisser définir l'avenir. La première étape, c'est la clarté. Nommez ce que vous avez vécu, sans minimiser, sans douter de votre ressenti. Vous avez le droit de reconnaître que ce n'était pas normal, même si vous avez aussi connu des moments de tendresse. L'ambivalence ne nie pas la blessure, elle la rend plus complexe, mais tout aussi réelle. Ensuite vient le travail de reconstruction. Pour beaucoup, cela passe par la thérapie, des approches comme l'IFS, Internal Family System, l'EMDR ou le travail somatique peuvent aider à libérer ce qui a été enfoui. Apprendre à réguler votre système nerveux est essentiel. Car votre corps, lui aussi, porte la mémoire du chaos émotionnel. Un autre chemin puissant est celui de la reparentalisation. Cela signifie développer à l'intérieur de soi une nouvelle figure bienveillante, celle que vous auriez mérité d'avoir. Une voix douce, qui vous comprend, vous rassure et vous autorise à exister sans condition. Briser le cycle, c'est aussi changer la manière dont vous aimez, dont vous vous exprimez, dont vous prenez soin de vous. Ce n'est pas un processus rapide. C'est une rééducation de l'âme. Mais chaque petit pas est une victoire. Et surtout, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas ce que l'on vous a fait croire que vous étiez. Vous êtes ce que vous choisissez de devenir, à partir d'aujourd'hui.